Salut, c'est l'émission Le Lobby Queer sur Radio Douve. Moi, c'est Clarisse. Et moi, c'est Olam. Le Lobby Queer, l'émission. Le Lobby Queer, une émission de queer qui fait entendre des voix et des sujets queer. Vous êtes sur Radio Douve. Vous êtes sur Radio Douve. Le Lobby Queer, l'émission. Salut, c'est la 3e émission du Lobby Queer. Merci beaucoup pour vos écoutes, vos retours qui nous ont vraiment fait très chaud au cœur. On est ravis de vous retrouver pour vous parler cette fois-ci d'archives LGBTQIA+. Et on s'est dit avec Olam que ça pourrait être pas mal de vous repréciser ce que voulait dire ce sigle, parce qu'on ne sait pas vraiment qui nous écoute finalement. Donc le L c'est pour lesbienne, puis gay, bisexuel, trans, queer, intersexe, asexuel, et le plus pour toutes les identités qui ne sont malheureusement pas représentées dans ce sigle. Et donc, Olam, pourquoi on a choisi de parler de ça aujourd'hui ? Mais on est toutes les deux passionnées d'histoire de vie. On s'est rendu compte avec le projet de l'émission Lobby Queer qu'on était en train de créer des archives et on est convaincus de l'importance de garder une trace. On a suivi les premiers pas d'un collectif de Bordeaux qui s'appelle La Boîte sous le lit et on va vous en parler aujourd'hui. Aussi dans cette émission, vous partirez à la rencontre de Jeanne. On va vous emmener à Marseille pour découvrir le collectif Mémoire des sexualités grâce à notre envoyée spéciale Fanny. Et aussi une interview d'Isabelle Santis, drag king, sœur de la perpétuelle indulgence et passionnée d'archives. Je vais commencer par vous parler de quelques projets liés aux archives dans le monde. C'est un choix très arbitraire qu'on a fait. On s'est rendu compte en fait quand on commence à mettre un doigt dedans que ça foisonne d'infos. Je peux déjà vous citer la collection de l'International Homo Lesbian Information Center and Archive. Donc c'est le IHLIA, fondé en 1978 par des étudiantes. Aujourd'hui, ce centre il est situé dans une bibliothèque publique à Amsterdam. C'est d'ailleurs la plus grande collection LGBT d'Europe. Il y a des livres, des magazines, des documentaires, des photos, des t-shirts, des objets. Après, en 82, Bologne, c'est la première ville italienne à accueillir un centre LGBT qui s'appelle le Casero. Et il y a une bibliothèque à l'intérieur. Il y a aussi le musée LGBT de San Francisco, ouvert en 2011, qui lui est inspiré par The Institute for Sexual Science, créé à Berlin en 1919 par Magnus Hirschfeld. Donc c'était un centre médical communautaire où il y avait notamment une bibliothèque d'archives, et ce centre a été détruit par les nazis en 1933. À Berlin, aujourd'hui, il y a le Schwules Museum, donc le musée homosexuel, traduit littéralement, ouvert en 1985 et qui propose une exposition permanente sur l'histoire des homosexuels. Alors en France, il n'y a pas de musée en soi, il y a le Fonds pour la mémoire de l'association AIDE, la bibliothèque du centre LGBT Paris-Île-de-France, le centre des archives recherche culture lesbienne et différents collectifs. On peut citer le collectif des archives transpédéguines du Sud-Ouest à Toulouse, Mémoire minoritaire à Lyon, et Mémoire des sexualités à Marseille, que vous retrouverez un peu plus tard grâce à Fanny, notre envoyée spéciale. Ce qu'on peut dire pour la France, c'est que en fait, c'est une situation qui crée pas mal de controverses, parce qu'il y a plusieurs associations qui ont le projet d'ouvrir un centre LGBT communautaire et autonome à Paris. Et clairement, elles galèrent un peu pour le faire. En fait, leur idée, c'est de regrouper dans un même lieu toutes les formes d'archives LGBT différentes, qui mêlent différents supports. Donc, je ne sais pas, il y a des productions écrites, par exemple, des productions sonores, des objets, des vêtements. Et en France, la tendance, c'est plutôt de disperser ces archives. C'est-à-dire de mettre les vêtements et les objets dans des musées, de mettre les ouvrages dans une bibliothèque, etc. Donc, pour ces collectifs-là, si on commence à disperser nos archives, on risque de les dénaturer. Leur projet aussi, c'est de laisser la gestion de ce lieu à des personnes concernées, qui seraient notamment mieux à même d'indexer toutes ces archives. Donc voilà leur combat. Le 4 février 2021, le Conseil de Paris s'est engagé à trouver des financements et un lieu avant la fin de l'année. Et voilà, la petite histoire raconte qu'en 2022, il n'y a toujours aucune avancée. On se rend donc bien compte que les archives et notre visibilisation, c'est évidemment aussi un choix politique. Alors, luttons, quoi. Clarisse, tu viens de nous parler de projets en France et ailleurs. Et à Bordeaux, il y a un tout nouveau collectif
On va aller à la rencontre de Alix pour nous parler de la boîte sous le lit, le collectif d'archives LGBTQIA+ de Bordeaux. Salut, moi c'est Alix et je fais partie de la boîte sous le lit Archives et Marge, qui est le projet d'archives du Gyrophare. Ça fait référence aux boîtes qu'on a tous et toutes chez nous, qui sont remplies de nos archives LGBT personnelles. Et en fait, il s'agit d'un projet qui a été formé autour du fonds d'archives du Gyrophare, qui est en fait concrètement des tas et tas de documents d'archives empilés qui remplissent un placard entier en mode Tetris et qu'on souhaite conserver, valoriser, partager, tout ça avec le but ultime d'ouvrir un centre d'archives LGBT sur Bordeaux. J'ai commencé en tant que stagiaire parce que effectivement il y avait ce fonds d'archives dans le local du Gyrophare et l'envie un peu ancienne de faire des choses autour de la mémoire LGBT. Il s'est ressenti le besoin qu'il y ait une personne qui, au moins pendant un temps donné, qui soit vraiment dédiée uniquement à ce projet-là, parce qu'en fait, l'équipe du Gyro, ayant tellement d'autres activités, ne pouvait pas dédier autant de leur temps à réfléchir à qu'est-ce qu'on fait de ces archives, comment les valoriser, qu'est-ce qu'on en fait concrètement, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils avaient créé l'offre de stage au départ. Donc moi, évidemment, personne concernée moi-même en tant que non-binaire, transmasque, bi, ultra nerd. T'as vu ma maison, hein, il y a des bouquins partout. J'ai été super intéressée pour y participer. Et ce qu'on a constaté donc, dès le début de mon stage, c'était le besoin absolu de faire un récollement. Donc, qu'est-ce qu'un récollement? Il s'agit juste de dresser la liste entière des documents d'un fonds d'archives sans faire de tri ou d'organisation ou quoi que ce soit. C'est juste, on liste tout ce qu'il y a parce que en demandant autour de moi, j'ai constaté que personne ne savait me dire exactement ce qu'il y avait dans ces cartes puisqu'il n'y avait pas d'inventaire. Donc, c'était la première étape avant même de penser à partager ces archives. C'était qu'est-ce qu'on a déjà? Et tout ça, ça a pris quand même la majeure partie de mon temps sur les 6 mois de stage, parce que c'est un long chantier de faire un récollement. Mais en dehors de ça, en fait, le fait de reprendre ce projet, c'était aussi se mettre en lien avec les assos et collectifs locaux, mais aussi français, de rendre visible le but d'ouvrir un centre d'archives et de faire des événements de sensibilisation autour de l'histoire LGBT et de notre mémoire communautaire. Donc, dans ce cadre-là, pendant mon stage, on était sur 2 projets, dont un seul a été mené à bout. Le deuxième projet qui, lui, a abouti, c'était le projet de table ronde. Donc, pour parler de mémoire LGBT et d'archives, on a choisi comme thème comment l'histoire LGBT est invisibilisée et comment résister à cette invisibilisation. Bien sûr, la réponse est par les archives, par le fait de partager, par le fait de rechercher notre histoire et de la rendre visible. Et donc pour ça, on a invité Suzanne Robichon, qui est une militante lesbienne historiquement très importante, qui a été militante depuis les années 70, qui a déjà travaillé sur les archives plutôt lesbiennes spécifiquement, Isabelle Santis de Queer Code, donc, que tu connais, et Marion Cazot, qui est doctorante et qui fait une recherche sur le drag queer. Et en fait, sa recherche établit un peu un inventaire de tous les artistes drag queer français. Donc c'est un vaste projet, mais c'est aussi de travailler avec les archives, plutôt sur le plan artistique pour le coup. À la fin de la table ronde, c'était tellement dynamique qu'on n'avait pas envie que ça retombe. En fait, on voulait pas qu'une fois à la fin de mon stage, ça revienne comme avant et que le projet d'archives soit laissé à l'abandon. Donc on a fait un appel en fait. On a simplement dit que toute personne intéressée pour participer pouvait venir à une réunion début juillet. Donc on a eu quelques personnes qui sont venues. Et ça a formé en fait le noyau du collectif qui est devenu officiel finalement à la rentrée
Mais ce qui me fait vraiment plaisir dans ce collectif, c'est qu'il y a quand même une diversité de profils. Enfin, je vais pas non plus nous jeter des fleurs. Bien sûr que rien n'est parfait, on peut toujours critiquer au niveau du collectif, mais on a quand même dedans plusieurs artistes, on a un historien, on a des documentaristes, des gens qui sont militants ou pas trop. Donc en fait, on se trouve avec chacun notre expérience propre, nos compétences à apporter de ça, mais en même temps à se former les uns les autres. Parce que la venue des archivistes, donc eux, ils ont vu tout de suite comment on pouvait faire le plan de classement, comment marchent les cotations et nous transmettre en fait leurs compétences aussi. Donc on est tous en train de monter en compétences les uns auprès des autres. Donc ça, je trouve ça super enrichissant et on va chacun un peu oui, apporter de nous, de notre propre sensibilité finalement. C'était Alix de la boîte sous le lit et on reste à Bordeaux maintenant pour rencontrer Jeanne. Je m'appelle Jeanne, et je suis née en 1950, ce qui fait, en calculant rapidement, que j'ai 73 ans cette année. J'ai eu une vie en grande partie masculine, entre guillemets, par rapport à la société, puisque j'ai été marié, j'ai des enfants, j'ai trois garçons, je suis divorcé, donc ça c'est mes caractéristiques d'état civil. Qu'est-ce que je peux dire encore? Ah oui, si, je suis, sur mon état civil, il y a marqué que je suis né de sexe féminin. Par contre, alors je suis père de 3 garçons, et mon fils aîné, il a aussi 3 garçons, donc je suis grand-mère, donc je suis père et grand-mère. C'est ça la magie. Donc alors, ah oui, donc je suis retraité aussi. J'étais éducatrice sportive et j'étais militante syndicaliste dans les grandes dernières années de ma vie. Là, je suis coprésidente de l'association Trans 3.0 et donc on fait des accompagnements pour des personnes, des groupes de parole, pour des personnes qui sont en questionnement sur leur identité. Donc voilà, on partage les transitions multiples, parce que les transitions, c'est pas qu'une seule façon de faire. Et alors, pour essayer de te mettre dans une case ou pas, est-ce que toi, tu te sens queer ou pas du tout? Moi, je me sens, alors, j'ai plein d'identités, parce que dans la société, je suis une femme. Quand je suis militante, je suis transféminine. Je le revendique, ma transidentité, mon identité, que dans certains cas où c'est important, parce qu'en fait, quand j'ai fait ma transition, il y a pas très longtemps, en fait, je l'ai faite en 2010. Au début, je disais à tout le monde que j'étais une femme trans, et je me suis aperçu que pour les personnes qui n'étaient pas habituées à côtoyer des personnes trans, ils trouvaient ça extraordinaire et ils me mettaient sur un piédestal. Et après, j'étais que considéré que par rapport à cette caractéristique-là de femme trans ayant fait sa transition. Et donc moi, je voulais pas être que Jeanne, la femme trans. Je voulais être Jeanne, tout simplement, qui est militante syndicale ou militante LGBTIQ, ou bien, parce que je fais aussi des activités physiques, je fais de la marche en randonnée dans un club et du vélo. Et donc je voulais pas être réduite à ça. Donc voilà, depuis, donc j'ai arrêté de dire à tout le monde mon histoire personnelle. Je le dis que dans certains cas. Bah merci de nous le confier alors aujourd'hui. Du coup, est-ce que ça voudrait dire que ta transidentité pour toi, elle a commencé en 2010 ou qu'il y avait déjà eu avant des questionnements ou un parcours ou une expérience Dans mon adolescence, je me posais des questions. En fait, c'était plutôt par rapport à mon développement. Parce que j'avais un développement de petit garçon à l'adolescence. J'avais pas les caractéristiques masculines de mes copains de classe ou les gens que je fréquentais. Eux, ils avaient du duvet qui poussait, de la moustache et tout ça. Ils commençaient à avoir des voix graves. Et puis au niveau du comportement, ils se comportaient un peu en meute. Ils faisaient Et moi, je faisais pas du tout. Je me sentais pas intégré ou j'avais pas envie de participer à ça.
Donc j'étais un petit peu marginal. Et puis la société me renvoyait aussi une image un peu androgyne, indéterminée, parce que des fois je rentrais chez des commerçants et ils me disaient bonjour mademoiselle. Alors moi j'étais vexé parce que je voulais qu'on me dise bonjour jeune homme ou un truc comme ça. Et donc des fois je rentrais puis j'essayais d'avoir une voix grave pour parler en premier puis qui se gourre pas. Mais moi mon identité elle était je me ressentais pas bien ni garçon ni fille d'ailleurs. Je sais pas, je flottais je pense. J'étais une personne androgyne. Et alors, dans mon histoire, c'est quand j'avais 19 ans, mes parents avaient un couple d'amis qui avait un hôtel dans le 9e, donc c'est à Pigalle. Et des fois, moi j'habitais Tours à l'époque, et donc je venais des week-ends à Paris, et j'avais réussi à traîner un de mes amis. À Pigalle, il y avait une boîte qui s'appelait Madame Arthur, qui redevient à la mode maintenant. Et j'avais réussi à le traîner dans cette boîte. Et il y avait marqué sur la pancarte, il y avait marqué les plus beaux travestis. C'est-à-dire qu'à l'époque, des femmes transgenres, puis marqué aussi travestis et transsexuels, ces femmes-là, elles étaient assignées au masculin. Même je ne sais pas si justement il n'y avait pas un combat entre les personnes entre guillemets, je reprends l'expression travestis et les personnes transsexuelles, hein, entre guillemets, parce que en fait entre les deux c'était aussi la bagarre, parce que les travestis disaient mais non, moi je fais ma performance ce soir, je suis une femme sur la scène, mais dès que je suis démaquillée dans la rue, je suis tranquille, je suis un homme et tout ça. Et elle reprochait aux transsexuels de prendre des hormones et d'être dépendante de cette prise d'hormones et de vouloir à tout prix transitionner et d'être reconnue dans un genre féminin en permanence. Alors que ce n'était pas gagné, puisque à l'époque, il n'y avait pas de reconnaissance. C'était les balbutiements. Donc justement, dans ce spectacle, il y avait Coccinelle, c'est une femme trans historique, entre guillemets, et Bambi. Et je les ai revus après par la suite au Carousel, un autre cabaret qui était à côté de Montparnasse. Aux Champs-Élysées, quand on me voit passer, tous les hommes s'empressent de se retourner. Coccinelle! Quand le long des clous, je traverse tout à coup, à mon passage, l'embouteillage est fou. C'est un peu ces performances-là qui m'ont un petit peu subjugué, étonné, mis un peu des étoiles dans les yeux, parce que je trouvais ça extraordinaire, la féminité qu'elle donnait en représentation, et qui était assez forte. Moi, c'était la féminité de l'époque, c'était des femmes, elles avaient une féminité de starlette, un peu comme si elles allaient au festival de Cannes et se promenaient sur la croisette et tout ça. C'était rigolo, mais moi, ça m'avait bouleversé de les avoir vus. Mais après, je ne savais pas trop quoi en faire de cette information, parce que comme c'était le milieu de la nuit, du cabaret, du striptease, de la prostitution, donc j'ai pas fouillé plus que ça. À partir de 30 ans, j'ai commencé à me travestir régulièrement, mais chez moi, en cachette. Mon ex-épouse n'était pas au courant, parce que bien sûr, moi j'avais honte de cette situation-là, donc je ne voulais pas le montrer. Et puis progressivement, j'ai acheté des vêtements, et puis des fois je regrettais, donc je prenais ces vêtements, je les jetais à la poubelle, et je dis ben non, un mec c'est un mec, il faut exister, faut s'affirmer dans son genre et tout, et ça c'est de la merde, arrête, c'est pas bien. Donc j'avais ma petite voix qui me disait de pas faire ça, mais plusieurs mois après, je recommençais à soit emprunter les vêtements de mon ex, soit en acheter de nouveaux et tout ça. Et ça a duré pendant pas mal de temps. Et puis après, avant les années 2000, je crois que j'avais vu des informations sur des revues
Et Internet, ça a dû commencer dans les années 2000 et tout ça. Et j'ai commencé à chercher. Et donc j'avais vu les adresses d'une association en Paris qui s'appelait Caritig. J'avais essayé de prendre contact. Mais comme je suis tombé sur un répondeur, je n'ai pas voulu laisser mon message. Et parce que quand j'ai téléphoné, je tremblais et tout ça. Et donc j'ai mis de côté le fait de côtoyer ces personnes militantes-là, parce que c'est des militantes qui accompagnaient les personnes en questionnement identitaire. Donc ça a mis du temps. Et puis, à un moment donné, j'ai appris qu'il y avait une association à Bordeaux. Donc j'ai dû commencer à la fréquenter. Elle s'appelait Mutatis Mutandis. Et j'ai commencé à la fréquenter, je pense, en 2008. Et puis, je m'affirmais aussi de plus en plus dans mon genre. Alors, parce que j'allais souvent à Paris de par mon militantisme au sein de la CGT. Là, à ce moment-là, je militais pour le service public. Et donc, des fois, je restais 2-3 jours à Paris. Et donc, ça me permettait d'expérimenter mon genre. Donc, dans des sorties, d'aller dans des boîtes spécialisées ou des restaurants, des choses comme ça. Et après, donc, il y a un ami qui fréquentait l'association Mutatis. Lui, il faisait son doctorat sur la transidentité. Et il a proposé de faire un reportage sur moi, un reportage photo, qu'il a présenté à la Maison des Femmes en même temps qu'une conférence. Et là, en fait, je me suis rendu compte que je posais des actes un peu d'officialiser mon genre et que je prenais le risque aussi d'être connu de par mes enfants qui étaient étudiants à l'époque et qui apprennent ma transidentité. Donc à partir de ce moment-là, j'ai dit d'abord, je suis plus sûr de ce que je suis et donc je vais faire une transition avec un accompagnement médical et je vais l'affirmer aux autres plutôt que de le voir renvoyer dans la figure de façon conflictuelle si mes enfants l'apprennent ou mon ex ou des choses comme ça. Donc je voulais pas que ça vienne de me percuter, je voulais que l'initiative vienne de moi. Je voulais avoir une stratégie. D'abord, je voulais pas faire mon coming out avec mes 3 fils en même temps. Je voulais les avoir un par un en face de moi pour qu'il y ait vraiment un échange. Donc en fait, j'écrivais sur une feuille de papier le message qui était important que je leur transmette. Et au fur et à mesure que j'écrivais, en fait, ça me faisait pleurer parce que j'avais l'impression de tuer l'image masculine du père qu'ils avaient. Parce que, en fait, comme moi j'avais nié ma transidentité pendant toutes ces années, j'avais surjoué la masculinité en faisant de la muscu, en faisant des sports comme des fois des triathlons, aller au bout de l'effort, faire de la planche à voile, affronter les éléments, naviguer quand il y a beaucoup de vent, des choses comme ça. Et donc pour eux, j'étais pas un surhomme, mais quelqu'un qui est de masculin, qui s'affronte, qui n'a pas peur de la vie et tout. Et donc j'avais l'impression que mon image masculine, elle était fichue, quoi. Donc ça me faisait de la peine de détruire le père. Mais après, justement, dans le coming out, j'écrivais que j'étais toujours la même personne. Il n'y avait que mon apparence qui traduisait un sentiment de ma féminité. Donc voilà, donc j'écrivais. Et après, donc, j'ai fait mes coming out avec le premier de mes garçons. Donc j'ai vu que c'était compliqué. Donc je me suis présenté à mon fils donc, dans mon apparence masculine. Et en fait, quand on s'est quitté, je lui ai donné des sites pour qu'il regarde sur Internet pour mieux comprendre ce qu'était la transidentité. Puis il m'a envoyé un message un jour après en me remerciant d'abord d'avoir gardé mon identité de genre pendant toutes ces années pour pas bouleverser l'organisation de la famille et tout ça. Et
Et il me félicitait maintenant d'avoir le courage de le vivre aux yeux de tous et tout ça. Donc ça m'a fait... quand j'ai lu son message, ça m'a fait pleurer, puis ça m'a donné des frissons partout. Parce qu'il y avait tellement d'amour dans cette reconnaissance. Puis il me disait dans le message que l'idée de te voir en femme chemine à l'intérieur de moi. Et passer les quelques premiers jours, ce ne sera pas du tout un problème. Et n'aie pas peur, je t'accompagnerai dans cette démarche. Donc voilà, ça c'était le premier. Le deuxième aussi, c'était aussi un peu des histoires un peu rocambolesques. Je prends des précautions et tout ça pour lui annoncer ma transidentité. Puis il me dit « Ah, c'est que ça ?» Parce qu'en fait, il s'était imaginé que soit je lui annonçais que j'avais le cancer ou le sida et que j'allais mourir dans 2 mois ou 3 mois. Puis d'être une personne trans, c'est pas grave. Donc ça, c'était rigolo. Et puis le dernier de mes fils, alors lui, c'était un peu plus compliqué parce qu'il était plus jeune. Le premier fils à qui j'avais annoncé, c'était douté que ça allait être compliqué. Il m'avait dit, quand tu feras ton coming out avec Paul, tu me préviens, je serai à côté de l'appartement et je viendrai le récupérer. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ça a atténué la peine qu'avait mon fils d'avoir entendu que j'étais une femme trans. Oui, l'autre fait marquant, en fait, c'est quand j'ai commencé les hormones. Je me rappelle, parce que c'était le 8 février 2010. Donc, pour moi, c'était vachement bien, parce que je crois que c'est plutôt psychique. C'est-à-dire le fait d'avoir une certaine reconnaissance que la société m'accorde de pouvoir faire ce traitement et des choses comme ça. C'est une espèce de validation de ma transidentité. C'est vrai qu'on a souvent besoin, au cours de notre démarche, d'avoir des validations. Des fois, c'est un peu ridicule, mais ça rassure. Mais en fait, comme moi, j'ai pas vécu ma transition dans la douleur aussi bien avant, parce que j'acceptais mon genre masculin pendant très très longtemps. C'était pas une souffrance insupportable. C'est vrai que j'avais un ressenti féminin que je voulais l'approfondir, mais je savais pas s'il fallait que je le fasse ou pas, que je le garde d'une façon secrète ou que je l'active. Et qu'après, c'est vrai que quand j'ai activé mon identité de genre féminine, sociale et tout ça, que ça m'a renvoyé vraiment de beaucoup de positif. Mais ça me dit pas que j'aurais dû le faire plus tôt ou des choses comme ça. Je pense que j'ai eu plein d'expériences dans ma vie et que les expériences de ma vie antérieure, elles m'ont construite aussi. Donc pour moi, j'ai pas de négatif, et aussi de continuer mon militantisme. Tant que je suis pas gaga, ça va, je continue. On a parlé de vraiment plein de choses avec Jeanne. Vous avez juste un petit échantillon là dans le lobby queer. On a parlé notamment, on a évoqué en tout cas le dernier documentaire de Lifshitz qui s'appelle Casa Susana, et vous pourrez découvrir ce documentaire à Cinémarge début avril à Bordeaux. Ça sera le film de clôture. Voilà, petite info exclusive, ou pas du tout d'ailleurs. Au lobby queer, on a laissé traîner nos oreilles et on a entendu parler d'une nouvelle créature polymorphe qui crée de la musique, des performances et de la vidéo. C'est Axe. En exclusivité, ça nous confie sa toute nouvelle création sonore et on vous prévient, ça envoie. I get out of bed and I drink a bunch of water. It's better this way, it's gonna decrease the acidity your stomach built overnight. Purify yourself, then I'm making coffee with my French press coffee maker. And I'm toasting some bread during the waiting. I go for a quick leak, so when I'll be coming back, everything is nice and ready. My jelly jelly roo chin chin. 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 I did it today, I'll do it tomorrow, and the other day I'm gonna do the same.
like I have nobody whatsoever. Then I take a bite of my croissant and I feel better. Every day I like that, every day I make that shit happen. Oh, I don't need nobody, I don't watch your stories. I'm way too busy being in my choo-choo train, cause it's going off. Today's gonna be all crazy. I might get the right, choose the right H&M. I'll go for a crop top, not too long, not too short. An Italian ice cream, vanilla and strawberry. My jelly jelly root chin chin. 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 I'll do it today, I'll do it tomorrow, and the other day I'm gonna do the same. I don't watch the news so much, I don't have a job as such, but what I can do for me is much deeper than you could ever see. I'm fine, I'm just vibing. Perfect skin, queen size bed, brand new shoes, organic baguette. Only girl, but all the kids inside, enjoy myself a lot. Homemade cheesecake, pussycat, pictures of mom where you at. I'll keep hanging on as long as I can do my thing. My jelly jelly root chin chin. 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 Voilà, on vous avait pas menti, hein, ça déboîte. N'hésitez pas à aller suivre Axe sur Insta et pour les Bordelaises, allez voir Axe performer. Ça promet, on est sûr qu'on en reparlera très très vite au Lobby Queer. Maintenant, cap sur Marseille avec Fanny qui nous fait découvrir le collectif Mémoire des sexualités. Je crois que c'est le nous qui nous intrigue. Là, on est obligé. Ah, le nous. Oui. Oh, c'est l'ordre. Okay. Alors là, on est devant plein de cartons. Tu as les archives sourdes, tu as en fait plein d'archives qui sont classées plutôt en années. Et en haut, tu as les têtus. C'est très, très large. C'est plus par année que par thème. On est à Mémoire de sexualité, on organise un apéro carton et c'est un moment très informel. Il y a des gens de tout âge, de milieux très différents qui viennent pour boire un verre, pour se rencontrer et pour ouvrir des cartons. Un peu dans l'idée de désacraliser les archives, qui n'est pas ce côté très rituel de devoir mettre des gants, devoir faire attention. Donc, faut quand même faire attention, parce que c'est quand même fragile et précieux, mais on veut quand même rendre vivantes ces archives. Et c'est aussi un moment de rencontre hyper privilégié. Aux apéros carton, j'ai souvent rencontré des gens que j'aurais jamais rencontrés en dehors d'un apéro carton, parce que c'est pas forcément des gens qui sortent le soir, pas forcément des gens qui font la fête. C'est aussi des gens d'un autre âge et d'autres milieux en fait. L'association, elle a été fondée par Christian Deleuze au début des années 80, au début des années SIDA, dans cette idée de préserver toutes les affaires qui étaient jetées par les familles des personnes mortes, quoi, et que du coup il y avait ce truc de comment on écrit notre histoire à ce moment-là et comment on la préserve. Après, ce qu'on voit aujourd'hui des archives, c'est disons le passage de flambeau qui s'est opéré entre Christian Deleuze, qui est donc une personne qui est beaucoup plus âgée que nous, quoi, donc il y a aussi une passation générationnelle. Et donc c'est un nouveau collectif qui a intégré l'association et qui a revu la charte et qui a revu les statuts, etc. Ça date de 2018. Et là, c'est vrai qu'on est dans une petite pièce avec plein de cartons autour de nous, des revues, des bières sur la table. Est-ce que tu peux me raconter un peu ce que l'association a comme archives concrètement ? Principalement, on a des archives liées à la culture gay à Marseille, mais pas que. Donc, c'est principalement donc, des revues, il y a des samouraïs, il y a toute la collection des guépiers, il y a des revues porno gays, il y a plein de choses très différentes. Il y a des revues plus fanzines aussi, des choses moins officielles. Il y a des choses spécifiquement marseillaises en termes de revues ou de fanzines ? En fait, l'idée, c'est pas de faire un centre d'archives qui soit à l'échelle de la France ou quoi, c'est vraiment de parler de l'histoire LGBT à Marseille. Et de ce fait, il y a par exemple toutes les archives des UEH, donc Université d'été Euroméditerranéenne homosexuelle, avec des comptes rendus d'ateliers, des photos, des lettres, aussi toute la comptabilité de ces moments-là.
des fonds aussi, il y a des livres, des romans, il y a des livres de théorie autour des cultures militantes transpédéguines, avec des choses aussi bien dans un truc très militant, mais il y a des choses aussi il y a des archives plus complexes et problématiques. Il y a des livres qui peuvent être transphobes, il y a des choses qui peuvent... Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait des choses aussi un peu limite pédophiles. Bon, l'idée, c'est pas de le jeter à la poubelle, l'idée, c'est de dire, voilà, la généalogie transpédéguine, elle est complexe, il y a plein d'endroits différents, et comment nous, on arrive aussi à introduire toute cette complexité-là. Jamais on mettra un truc à la poubelle, c'est dans notre charte. C'est plutôt comment on arrive à faire histoire avec tout ça. Toujours un questionnement. Projet de vie. Ras-le-bol de courir. Alors je cherche nana sympa. Pour itinéraire cool à Paris ou ailleurs. Aucun a priori, mais pas envie de m'emmerder. On se téléphone et on en parle, ok ? Moi je suis ok perso. C'est des magazines qui s'appellent Lesbia, des années 80 du coup. Et c'est très drôle parce que c'est un magazine centré sur les petites annonces principalement. Pour les archives de manière générale, moi ce qui me fait plaisir c'est de voir la représentation. Et de manière un peu individuelle, c'est plus incarné. On voit que c'est des vraies personnes derrière et pas seulement juste, je sais pas, des films ou des livres. Et est-ce que toi, ça te donne envie de t'emparer de ces archives ? Déjà, je suis contente de pouvoir les consulter. Pouvoir les consulter aussi en groupe et pouvoir en parler avec les gens, ça c'est vraiment chouette. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'on n'en fait pas forcément quelque chose de productif. Des expos c'est génial, mais ça demande beaucoup de travail et c'est pas le but premier. Le but premier c'est vraiment de garder, donc d'ouvrir pour que les gens puissent consulter, mais vraiment de préserver, archiver en fait. C'est vrai que qu'est-ce qu'on en fait, c'est-à-dire comment on fait de l'archive. On n'est pas forcément formé à ça. Donc on essaie de travailler sur ça sans forcément être archiviste ou quoi. On est juste une communauté concernée par notre histoire. Et le travail à faire, c'est tout un travail d'indexation, tout un travail d'informatisation, de se mettre en lien avec les autres centres d'archives en France. Et on a un outil informatique commun où on rentre tous nos ouvrages pour savoir s'il y a des choses qu'on peut se donner, s'il y a des... Comme dans les bibliothèques, quoi. Après, il y a du travail de classement. Comment tu rends accessible, donc comment tu hiérarchises, comment tu le présentes dans des cartons pour que ça donne aussi envie de l'ouvrir. Là, on a fait des petites photos sur les tranches, tu vois, mais bon, ça reste encore un peu timide, mais comment, tu vois, on donne envie, justement, pour prendre le contre-pied des archives départementales ou tous ces endroits qui peuvent être hyper intimidants. Ça a marché, hein, tu vois, nous, on a eu envie d'ouvrir la boîte de nous parce qu'on a vu la photo. Elle est là, du coup. Je crois que l'idée vraiment, c'est de comment on arrive à s'emparer de notre histoire, conscientiser qu'en fait notre culture militante, elle a aussi un passé et qu'aujourd'hui se dire Gouine, PD, trans, ça vient pas du ciel et ça s'inscrit dans une généalogie, dans une histoire. Et aussi pour continuer à écrire notre histoire, parce qu'elle est pas finie, elle est pas figée dans des cartons, elle est encore à écrire. Et c'est pour ça qu'on fait ces apéros aussi, c'est pour continuer à nourrir tous nos imaginaires, je crois. Est-ce que toi, il y a une archive que tu as découverte ici qui te touche particulièrement ? Tout. Non mais en vrai tout. Moi quand je suis arrivé aux archives, j'avais pas beaucoup de connaissances sur toutes les généalogies PD, quoi, sur les histoires militantes, etc. Et j'ai appris énormément de choses ici. Moi je suis toujours très ému forcément quand je lis les petites annonces. Même quand je vois des photos, tu vois des photos dans les revues porno des années 80 ou quoi, parce que je me dis que tu vois, c'est un peu comme des fantômes. C'est des gens qui ont exprimé à un moment donné un désir, qui ont exprimé un fantasme, qui étaient peut-être dans un manque d'affection. Et que aujourd'hui, 40 ans après ou 50 ans après, que sont devenues ces personnes ? Est-ce qu'elles sont toujours vivantes ? Est-ce qu'elles sont mortes ? Comment aussi les faire revivre ? Comment perpétuer leur mémoire ? Et ça me touche particulièrement. Qu'est-ce que tu es en train de lire du coup ? Là, je suis en train de lire un journal qui s'appelle Le Guêpier, qui date d'octobre 79. Plus précisément, là, je lisais les critiques cinéma de l'époque, qui parlent de 2 films PD et aussi de Apocalypse Now. Donc c'est assez marrant de... Attends, je te retrouve. Ouais.
Toi, comment t'es arrivé ici? Pourquoi tu t'intéresses aux archives? En fait, j'ai un ami qui fait partie de l'association et qui est là depuis le début et qui m'en a beaucoup parlé. Donc depuis le départ, je voulais venir. Et après, c'est vrai que c'est un peu intimidant parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de cartons. C'est pas, enfin, donc là, l'occasion de farfouiller, enfin, d'avoir un peu des guides et de prendre des choses au hasard, c'est assez plaisant. Voilà. Je fais du scénario, donc c'est vrai que ça peut être complètement une matière passionnante pour se replonger dans une époque. Même ne serait-ce que par exemple là dans le courrier du lecteur du Guêpier, ça donne des petits exemples de comment un jeune PD pourrait parler, écrire, etc. Enfin je sais pas, ne serait-ce que ça en fait ça rend les choses beaucoup plus réelles et... Tu veux m'en lire quelques phrases? J'essaie d'en trouver un pas trop long. Donc ça c'est un courrier des lecteurs, Jean-Luc B, entre parenthèses Hautes-Alpes. Salut, je m'appelle Jean-Luc et je suis un jeune PD de 17 ans, entre parenthèses 18 en mai prochain. Et j'en ai marre de ma tour d'ivoire. C'est grâce à vous que j'ai commencé à m'en sortir, mais dans mon bled c'est dur. J'ai énormément besoin d'être, de vivre et de me sentir moi-même. Heureusement j'ai Guêpier, ça me console un peu. Bref, à part ça, la vie est rose et c'est quand même super d'être jeune. Si c'était possible, j'aimerais bien que un de vous m'écrive ici un petit mot gentil pour me donner plus de courage, mais je ne vous demande pas de vous crever pour ça. C'est vraiment si vous avez une minute, quoi. Bon, allez, je vous quitte pour retrouver votre petit 6e. Re-salut. Et merci encore à Fanny pour ce reportage. On espère d'ailleurs que plein d'autres collaborations vont se mettre en place très très vite. Et maintenant, on rencontre Isabelle Santis. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire d'où tu parles? Une belle aventure. Donc, déjà, j'ai plusieurs identités liées à mon activisme. Donc, je suis lesbienne, non valide. Je milite depuis une trentaine d'années en tant qu'art activiste dans différents groupes LGBTQI et de la lutte contre le sida et également la lutte pour les droits des femmes. Et j'ai d'autres identités. Salem, c'est mon nom de sœur de la perpétuelle indulgence. Je suis sœur depuis 20 ans. Et de drag king, c'est Diego. Donc, des fois, je suis Isabelle Salem Diego Santis. Et Isabelle, pour aujourd'hui, ça me va très très bien. Merci beaucoup d'être là. Est-ce que tu peux nous dire d'ailleurs pourquoi tu es là à Bordeaux aujourd'hui? Écoute, pour plein de raisons, mais par rapport à la thématique de l'émission, je suis venue pour retrouver un formidable collectif, la Boîte sous le lit, et puis aussi les activistes du Gyrophare, et qu'ensemble, on partage notre goût de l'archive et qu'on donne la fièvre de l'archive à plein de personnes. Et puis aussi, c'était pour un moment très fort qui est important pour moi dans mes luttes. C'était un temps de partage, de recueillement par rapport à la journée internationale du souvenir des victimes de l'Holocauste. Et c'était l'occasion de partager notre histoire. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de l'événement en lui-même? Eh bien, en fait, on avait envie de montrer comment les archives tissent des liens, comment parfois il est difficile aussi de partager des archives. Et on a partagé un documentaire qui s'appelle Nelly et Nadine, et qui est un documentaire qui montre le cheminement en fait d'une petite fille par rapport aux documents de sa grand-mère et de la compagne de sa grand-mère. Et c'est un documentaire qui est diffusé depuis l'année dernière, et c'est une histoire qui pourtant parle des années 40. Donc comme quoi parfois pour réceptionner des archives, il faut attendre parfois un peu longtemps, et puis parfois un peu moins, ça dépend. Et on était au musée d'Aquitaine, on avait envie d'être dans un lieu qui nous permettait d'être un peu au carrefour de plein de personnes très différentes, les personnes de nos communautés LGBTQI, bien sûr, ça c'est très important, de la communauté juive, et puis de personnes qui sont intéressées par l'histoire en général de la ville. Et donc, c'était vraiment une soirée qui était très émouvante de pouvoir la partager avec plein de personnes très différentes et en même temps avec l'envie d'être ensemble. Et nous, on a eu la chance au Lobby Queer de voir ce documentaire hier, c'était vraiment une bombe d'émotions. Est-ce que tu peux rapidement nous parler de qui étaient Nelly et Nadine? Alors, donc 2 femmes qui se rencontrent au camp de Ravensbrück, donc un camp de déportation nazi en Allemagne. Une femme, Nelly, cantatrice belge, qui en fait est dans la résistance et glane des informations par différents médias, mais notamment en étant invitée dans différents pays, capitales. Et puis Nadine Wang, on ne sait pas trop, il y a encore des recherches en cours pour savoir à quel titre elle est déportée au camp de Ravensbrück. Et ces 2 femmes se rencontrent dans ce lieu et se soutiennent, s'aiment, et la vie les porte, et cet amour les porte en fait à survivre à cet enfer. Et elles ont, alors je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, il se passe des choses extraordinaires de pouvoir se retrouver
dans ces temps d'après-guerre bien complexes. Et donc on voit en fait leur intimité grâce à des archives en fait qu'elles ont constituées, qu'elles ont gardées et qu'elles ont transmises. Et on découvre en fait aussi l'histoire de ces deux femmes à différentes périodes de leur vie, autant pendant cette période très sombre donc dans le camp de Ravensbrück et dans d'autres camps, puisque Nelly a été aussi déportée dans d'autres camps, et également des moments où elles vont vivre en Belgique, mais aussi au Venezuela, et ce dialogue aussi qu'elles ont pu mener avec d'autres personnes, notamment d'autres personnes gays. Et c'est vraiment très émouvant parce qu'en fait, ça fait écho aussi à plein d'autres récits dont on n'a pas accès. Et elles ont eu cette puissance dans leur lien amoureux, de documenter ce lien amoureux, mais aussi documenter leur sociabilité pour aussi représenter peut-être d'autres qui n'ont pas les mêmes moyens en termes de classe sociale, de moyens financiers. Et c'était vraiment effectivement très, très puissant. Surtout que nous, on voulait aussi donner à voir et donner envie que d'autres personnes, justement, via ces représentations de Nelly et Nadine, nous parlent de l'histoire de leur tante, de leur grand-oncle, de la voisine, de leur grand-père, et qu'en fait, souvent, nos archives révèlent d'autres archives. Et donc, c'était aussi ça, l'idée et l'envie. Et c'était aussi pour parler d'autres archives qu'on a pu découvrir, d'autres femmes qui ont été emprisonnées à Bordeaux, Marguerite Chabiron et Christiane Moreau, avant d'être déportées elles également à Ravensbrück. Tu nous parles d'archives, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est une archive LGBTQIA+. C'est tellement de choses extraordinaires. C'est comme la communauté, c'est d'une grande diversité. Ça peut être autant notre t-shirt fétiche pour la Journée mondiale de lutte contre le sida, que des documents de notre correspondance intime, que des documents aussi qui peuvent être des documents liés à différentes institutions violentes, par exemple toutes les démarches pour pouvoir avoir son prénom d'usage dans une université, tout ça c'est aussi des documents qui sont partie de nos archives, de voir la violence institutionnelle qu'on peut subir. Ça peut être autant tous les supports aussi, nos textos, sex-textos sont des archives, la musique sur laquelle en fait on a pu danser lors de tel Pride. Ça peut prendre plein de formes très plurielles, et ça qui est beau en fait dans nos archives. Elles sont belles et puissantes, et puis parfois aussi elles n'existent pas parce qu'on est aussi des personnes minorisées et minoritaires, et donc parfois en fait il faut les réinventer, mais heureusement on a Monique Wittig et plein d'autres penseuses et penseurs pour nous aider à les penser, ces archives, nos archives. Et puis on a des gens pour faire des projets autour des archives d'ailleurs. Toi tu en mènes plein. Ouais. Est-ce que tu veux nous en parler de un ou de plusieurs Moi, par mes différentes identités, c'est vrai qu'en tant que sœur, je fais vœu de mémoire avec mes autres sœurs. En tant que drag king et sœur, c'est vrai que je vais beaucoup utiliser mon corps. Et puis, en tant qu'Isabelle, je vais utiliser plein de médiums. Et je trouve que j'aime bien mixer et détourner aussi des dispositifs. Donc l'année dernière, pour la Pride de Bordeaux, j'ai partagé un dispositif que j'ai créé. C'est je customise le speed dating pour que ce soit un espace où on découvre nos archives, qu'on se découvre nous. Moi, mon envie, c'est aussi de se dire qu'on est tous légitimes en fait à aller découvrir des archives et qu'on est toutes et tous légitimes à en constituer. Et donc, passons par le jeu d'un speed dating, c'est aussi de se rendre compte, oui, effectivement, on n'est peut-être pas historienne, mais en même temps, on a plein de savoirs et qu'en fait, on a besoin de mettre en dialogue tous ces savoirs. Moi, aujourd'hui, je peux créer des jeux vidéo pour parler d'archives, des podcasts comme le vôtre sont des archives. Donc, j'en ai réalisé un avec des collectifs féministes et lesbiens comme à Genève, où en fait, on s'est plongé dans des archives, comme certains un jour se plongeront dans vos podcasts pour faire d'autres archives. Donc, en fait, c'est un cercle vertueux de partager le goût. Et moi, ce que j'aime bien comme représentation de mes pratiques autour des archives, c'est je montre une photo où il y a des gants de motard qui sont les miens et qui montrent que pour moi, les archives, c'est se promener, c'est aller vers, c'est voyager, parce que nos archives voyagent beaucoup, parfois plus que nous. Et puis, il y a une autre paire de gants, c'est des sous-gants de boxe, parce que pour moi, les archives, c'est un vrai combat. Après, il y a des archives avec plein de strass, parce que pour moi, c'est la fête et c'est vraiment important, c'est la joie, c'est tous ces partages festifs et ludiques. Et puis, une autre paire de gants qui sont des paires de gants, on va dire,
professionnels de ceux que peuvent utiliser les archivistes classiques, on va dire, et parce qu'effectivement, on va aussi prendre attention, comme ils et elles peuvent prendre attention, mais peut-être à notre façon, à nous. Et donc, pour moi, j'aime bien justement utiliser la symbolique de ces gants et aussi les proposer, les prêter pour ouvrir des boîtes d'archives à nos couleurs, parce que nos archives sont très colorées. Comment tu en es arrivé, toi, aux archives? Moi, mon papa est historien. Donc en fait, enfant, bébé, même dans des landos, en fait, il m'a emmené dans des centres d'archives. Bon, je n'ai pas de souvenir de ses premiers contacts avec ces archives-là, mais je l'ai vu glaner des archives auprès de différentes personnes. Et puis en fait, très vite, moi j'ai 48 ans. Donc pour me constituer une histoire, ça passait par des bibliothèques, mais des bibliothèques qui étaient dans des centres, moi ça peut être le centre Libertaire à Lille, dans la bibliothèque de la meilleure amie de ma mère qui est lesbienne. Donc en fait c'était aussi une recherche par des livres, par des films aussi. Et puis, très vite, j'ai eu envie d'en savoir un peu plus sur cette histoire qui ne m'était pas accessible du tout. Moi, j'étais étudiante en histoire donc à 18 ans, donc à 30 ans. Ce n'était pas du tout des choses qui étaient enseignées, accessibles, etc. Donc voilà, chercher, trouver en fait une autre histoire. Et donc être confronté à quel type d'archives en fait on pourrait avoir. Et en fait, en cherchant, en fait, on en a fait des archives. Donc hier, je parlais de ces interviews de Pierre Sell, de cet homme gay qui a été déporté par les nazis. C'est en l'interviewant, comme là vous m'interviewez, qu'en fait on a appris, on a constitué des archives. On va dire, voilà, de la petite enfance grâce à un papa historien, et puis vers 18 ans aussi très vite, une quête et les archives, ça peut être des personnes vivantes, qui vont nous. Donc j'ai eu la chance de militer avec des personnes d'autres générations. Puis on peut aussi apprendre de plus jeunes, heureusement. Et donc voilà, je crois que c'est aussi en rencontrant d'autres que j'ai rencontré les archives. Là, tu nous as donné déjà pas mal de réponses. Tu parles de rendre accessibles nos mémoires, de nous visibiliser finalement. Mais est-ce qu'il y a d'autres raisons pour toi pour lesquelles il faudrait archiver ? Alors, je suis bien embêtée avec la dimension de voir. Et bon, voilà, même si je ne mets pas mes cornettes, je pense qu'on est dans une société hétéropatriarcale, en fait, qui nie nos existences et donc qui nie, en fait, nos histoires. Donc, pour moi, constituer des archives, c'est vraiment un outil de lutte. Ensuite, c'est un outil de solidarité, d'entraide, et c'est aussi des outils de lien et aussi des outils de soins. Moi, maintenant, je suis art thérapeute, je suis professionnelle dans la santé communautaire, et de plus en plus, j'utilise les archives comme en fait des outils de soins. Donc, pour moi, c'est en fait prendre attention à moi et aux autres, en justement prenant attention à ces archives. Alors les archives, ça peut être un souvenir, une émotion. On évoquait tout à l'heure que hier soir, quelles seront mes archives d'hier soir ? Alors le programme du musée, l'affichette qu'a fait notre collectif, les différents posts sur les réseaux sociaux, et puis nos émotions. Mais nos émotions, comment les matérialiser ? C'est dans nos cœurs, dans nos souvenirs. Donc là aussi, travailler avec des artistes, mais aussi à les exprimer, comme là aujourd'hui, je les exprime avec vous. Donc c'est peut-être pas un devoir, mais en fait c'est de se rendre compte de toutes les potentialités en fait, et de résistance surtout. Moi c'est vraiment ça qui m'anime, et aussi de compréhension et de construction de nos identités, et aussi surtout d'alliance pour créer un monde où on va pouvoir vivre en sécurité avec d'autres façons d'être, de pouvoir être loin d'injonctions qui brutalisent nos vies et nos corps. Donc on parle beaucoup là, il y a tout ce débat auquel tu dois certainement avoir accès à Paris sur la création d'un centre d'archives communautaires, etc. Donc pardon, je vais encore te poser la question du devoir, mais selon toi, qui peut et qui doit archiver ces archives LGBTQIA+, c'est le rôle de qui ou c'est la place de qui finalement ? Ce qui est bien, c'est que ma réflexion, elle est en cours, et en dialoguant avec vous, elle continue de se mouvoir, de travailler, d'échanger, de militer avec le collectif La Boîte Soulier à Bordeaux. C'est ça je viens de Montpellier, je viens à Bordeaux pour dialoguer, échanger, partager des expériences avec des groupes en Suisse, à Lyon, à Paris, etc. Donc en fait, ma réflexion, elle est en mouvement.
Ce que je pourrais dire aujourd'hui, c'est que, en tout cas, dans ce que je construis dans notre collectif QR Code, dont j'ai pas évoqué tout à l'heure, mais qui était aussi co-organisateur avec la boîte Souli de la soirée d'hier, c'est nous, en fait, on veut créer un écosystème en fait d'alliance, d'apprentissage commun. Donc en fait, dans notre site internet qui reflète notre pensée, il va y avoir autant des textes de Monique Wittig que j'ai cité tout à l'heure, de l'historienne Christine Barr, que le film qu'on a vu hier soir, que des séries. Bref, pour moi en fait, il y a vraiment besoin de l'alliance avec toutes ces personnes. Et donc pour moi, je pense que aussi tout le monde est légitime. Là, hier soir, j'étais contente de rencontrer des professionnels du musée d'Aquitaine et peut-être qu'on aura d'autres projets avec ces professionnels. Et je pense qu'on peut arriver en fait à dire qu'on a tous des savoirs et qu'on peut tous être très importants. Et nous, dans nos démarches, en tout cas moi dans mes démarches, c'est de relier en fait un projet communautaire, comme il peut y avoir à Mémoire minoritaire à Lyon, avec des bibliothèques de services publics, avec des archivistes des archives nationales. Par exemple, là, on a fait un jeu vidéo pour le 1er décembre de l'année dernière autour de l'histoire des luttes de Nîmes, avec des jeunes qui ne connaissaient pas cette histoire de Nîmes, avec des vieux militants et des moins vieux militants. Et on a dialogué avec des archivistes professionnels des archives nationales qui conservent les archives d'ACTUP Paris et de AIDS national. Et c'était très intéressant. Je pense que ce qui est important, c'est ce dialogue. Et c'est vrai que malheureusement, on est dans un moment où peut-être parfois certains professionnels ou certains politiques nous dénient en fait nos connaissances, nos savoirs. Et c'est là où c'est de la violence. Et en même temps, les choses bougent. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il y a besoin, dans un écosystème, d'avoir un centre d'archives communautaires, d'avoir des archives nationales qui dialoguent. C'est pour ça qu'hier, j'ai présenté des archives nationales de Norvège qui, en fait, sont en dialogue avec un centre communautaire par rapport aux souvenirs de l'Holocauste et qui a décrété que des archives de lesbiennes, c'était important et prenait attention à ce patrimoine. Et puis en plus, moi je suis lesbienne et bibliothécaire, il y a des archivistes qui sont gays, il y a de plus en plus de jeunes trans qui sont des futurs professionnels de plein de domaines. Et donc, on est partout, comme toujours. Donc, en France, je pense que, par exemple, moi, je peux intervenir dans des colloques en Grande-Bretagne, où je peux être dans un panel avec des universitaires et être là en tant qu'activiste, et il n'y a aucun souci. Alors qu'en France, je ne peux pas accéder en fait à ce type d'espace. Là, pour vous dire que quand même les choses bougent, il y a l'Association des archivistes de France qui est en train de créer une commission, qu'il a créée même d'ailleurs, justement autour de ces enjeux de nos archives et avec des personnes concernées, qui sont soit des archivistes professionnels, soit des personnes qui sont activistes. Bon, on va voir, hein. J'aime mon esprit bisounours, donc on verra. Mais c'est mon côté sœur, amour et joie sur tout le monde. Et je m'aime comme ça et je trouve que c'est important. Mais peut-être que, on verra. Hein, donc il faut être vigilant. Et puis parfois aussi, c'est vrai que c'est beaucoup d'énergie, on le sait trop bien, d'éduquer d'autres. Donc je pense qu'aussi, il y a besoin aussi d'espace où on va pouvoir justement déployer en autonomie une réflexion, des pratiques. Venez participer au super collectif La Boîte Souli, vraiment, venez nous soutenir. Comme vous, constituez des archives, alors audio, mais plein de formes. Hein, et puis surtout, régalez-vous et puis venez ouvrir une boîte d'archives avec nous. Pour finir l'émission, voyage dans le temps à travers des musiques interlopes, autrement dit illégales, un peu obscures, queer peut-être donc. C'était assez passionnant pour nous de voir comment à l'époque les choses étaient dites sans être dites. Donc restez à l'affût, ouvrez vos oreilles, il y a des contrepétries qui sont cachées dans ces musiques. En me voyant, je sais ce que vous vous dites, que je ne suis pas vraiment ce dont j'ai l'air. Vous me jugez, comment dire, insolite. Alors regardez-moi en long, en large et en travers. Cherchez, cherchez la femme. Voyez
Je ne cache rien, cherchez bien. En moi, tout le proclame. Que le mot féminin vraiment me convient. Les femmes, ça fait péder. C'est très efféminé. Tellement efféminé que ça fait péder. Les femmes, ça met des jupes. Non mais de quoi je m'occupe? Les femmes, ça met des bas, nylon soie. Les femmes, ça fait péder. C'est très très efféminé. Tellement efféminé que ça fait péder. La garçonne se donne l'allure d'un garçon. Et le crâne porte une canne, affecte des petits airs sans façon. C'est Gisèle qu'elle s'appelle, mais elle se fait appeler Lucien. Elle croit, ça c'est certain, être du sexe masculin. La garçonne. On peut voir un peu partout le fameux billard à trous. Pour ce jeu merveilleux, chacun fait la queue. Mais quand on attend son tour, désormais l'on peut toujours s'amuser gentiment pour passer son temps. Aujourd'hui partout on voit la tata, la tapette, c'est un jeu des plus adroits. La tapette en bois. Un monsieur aimait un jeune homme. Ils marchaient la main dans la main. Ils s'en allèrent jusqu'à Rome, par les détours et les chemins. Et là presque aux yeux de Saint-Pierre, en visitant le Colisée. Alors n'en faisant plus mystère, ils échangèrent un baiser. Et si vous voulez mon adresse, c'est pas difficile à trouver. Afin que chacun la connaisse, en 2 mots je vais vous renseigner. Il y a un quai dans ma rue, il y a un trou dans mon quai. Vous pourrez donc contempler le quai de ma rue et le trou de mon quai. Et voilà, c'est la fin de cette 3e émission sur les archives. Mais avant de te laisser, on a une question à te poser. Si tu avais une boîte sous lit de tes archives LGBTQIA+, qu'est-ce qu'on y retrouverait? N'hésite pas à nous le partager sur les réseaux sociaux. On se retrouve bientôt. Salut! C'était l'émission Le Lobby Queer. À la technique, Léa pour la prise de son et Alexis Galibier14 pour l'habillage sonore de l'émission. N'hésitez pas à nous contacter par mail pour toute question, suggestion, envie de participation à émissionlobbyqueer tout attaché @gmail.com. On a aussi une page Insta, émission Lobby Queer. On espère que la commune Lobby Queer va s'agrandir très très vite. Et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission.